Bonjour. Sur la base d'un article écrit par Rosette Mango, membre d'Éducation Cameroun, intitulé Décoloniser la gestion scolaire, repenser les structures éducatives en regard de la mémoire de l'esclavage et de l'héritage colonial, l'intelligence artificielle NotebookLM a produit un document de réflexion sur l'impact de cet héritage colonial sur le fonctionnement et sur la gestion des systèmes éducatifs. Et je crois que c'est une réflexion intéressante qui peut nous aider à améliorer notre façon de voir le fonctionnement de nos systèmes éducatifs. Bonne écoute et bonne réflexion. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet de fond, un sujet essentiel pour celles et ceux qui dirigent nos écoles. Comment décoloniser la gestion scolaire? Alors ça peut paraître un peu intimidant comme terme, mais vous allez voir, l'idée c'est de proposer un guide vraiment pratique. Regardez bien cette image, elle nous dit quelque chose de très fort. C'est que les murs de nos écoles, ils ne sont pas neutres, ils racontent une histoire. Et souvent c'est une histoire qui porte encore les traces d'un passé colonial. Un passé qui, qu'on le veuille ou non, continue d'influencer qui a le pouvoir, ce qu'on enseigne, et même comment on se perçoit. Allez, rentrons dans le vif du sujet. D'abord, il faut qu'on comprenne bien d'où on part. Parce que la manière dont on gère nos écoles aujourd'hui, ce n'est pas tombé du ciel. C'est souvent l'héritage direct d'un système qui, à la base, n'a pas vraiment été pensé pour l'égalité de tous. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, cet héritage? Eh bien, c'est par exemple cette prise de décision très centralisée où tout est décidé en haut et descend en cascade. Ce sont ces structures super bureaucratiques, très hiérarchiques. C'est aussi un programme scolaire qui, bien souvent, est très centré sur l'Europe et qui met de côté, voire efface complètement, l'histoire locale, notamment la mémoire de l'esclavage. Et tout ça, ce ne sont pas juste des détails administratifs, non, c'est un système qui, activement, continue de produire des inégalités. Et cette citation de Ramon Grossfogel, elle est parfaite pour résumer l'idée. Il nous dit en gros que le but du jeu, ce n'est pas de faire du saupoudrage. Ça ne suffit pas d'ajouter un cours par-ci par-là ou de faire une journée spéciale. Non, le vrai défi, c'est de questionner l'architecture même de l'institution, ses fondations. Ce qui nous amène à la question qui tue finalement. Comment on fait? Comment est-ce qu'on peut, d'un côté, réparer ces injustices historiques et de l'autre, s'assurer que l'école fonctionne bien, qu'elle soit efficace au quotidien? C'est tout l'enjeu et c'est ce qu'on va voir maintenant. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, parlons solution. L'idée ici, c'est de s'appuyer sur un cadre d'action, un modèle qu'on pourrait appeler hybride. En fait, il s'agit de combiner deux grandes approches pour avoir une vraie feuille de route pour le changement. Voilà à quoi ça ressemble, ce fameux modèle. C'est vraiment la pièce maîtresse. D'un côté, vous avez la pensée décoloniale. Ça, c'est la vision, le pourquoi. De l'autre, la gestion éducative moderne. Ça, c'est la boîte à outils, le comment. Et le but, c'est de faire le pont entre les deux. C'est vraiment la rencontre entre la critique et l'action. Alors la pensée décoloniale, c'est un peu comme des lunettes spéciales. Elles nous permettent de voir ce qui d'habitude est invisible, c'est-à-dire comment les anciennes structures de pouvoir du colonialisme persistent encore aujourd'hui. C'est ce que le sociologue Aníbal Quijano appelle la colonialité du pouvoir. En clair, qui a le droit de décider, quel savoir est considéré comme valable et quelle histoire on choisit de raconter. Et en face, on a la gestion éducative moderne. Ça, c'est notre boîte à outils. On y trouve des méthodes de leadership, des modes de gouvernance qui ont prouvé leur efficacité. L'idée, c'est hyper important, ce n'est pas de tout jeter à la poubelle. Au contraire, c'est de prendre ces outils et de les mettre au service d'un nouvel objectif, d'une vision décoloniale. Ok, donc on a le cadre théorique. Super. Mais concrètement, sur le terrain, comment on fait? Eh bien, la clé de voûte, c'est le leadership. C'est vraiment le levier qui va permettre de passer des idées à des actions concrètes dans l'école. Le premier modèle de leadership, c'est ce qu'on appelle le leadership transformationnel. Attention, on ne parle pas juste d'un manager qui fait tourner la boutique au jour le jour. Non, on parle d'un leader qui inspire, qui est porteur d'une vision forte, d'une éthique, et qui arrive à embarquer tout le monde, les profs, les parents, le personnel, pour changer en profondeur la culture même de l'établissement. Dans les faits, ça veut dire quoi? Ça veut dire un leader qui est capable de créer une vision partagée, qui pousse tout le monde à réfléchir de manière critique aux habitudes, à ce qu'on a toujours fait comme ça, et surtout qui va activement œuvrer pour que l'école se réapproprie les savoirs et les identités locales et qu'elle redéfinisse sa place, son rôle dans la communauté qui l'entoure. Deuxième outil, tout aussi crucial, le leadership distributif. Et là, on s'attaque frontalement à la pyramide du pouvoir, à cette structure très hiérarchique héritée du passé. L'idée est simple mais révolutionnaire. Le pouvoir et les décisions ne sont plus concentrés dans les mains d'une seule personne, tout en haut. On partage, on distribue. Et comment ça marche, ce leadership distributif? Eh bien, on partage les responsabilités avec les profs, les parents et oui, même avec les élèves. On ne leur impose plus les règles, on les co-construit ensemble.
On met en place des comités, des groupes de travail, bref, on casse la logique verticale top-down pour passer à quelque chose de beaucoup plus horizontal, de collaboratif et de beaucoup plus connecté à la réalité du terrain. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais est-ce que ça marche en vrai? La réponse est oui. Et pour le voir, on va regarder quelques exemples concrets. Parce que ce ne sont pas juste de belles idées, ce sont des pratiques qui sont déjà mises en place et avec succès dans différents coins du monde. Jetons un œil à ce tableau. Au Brésil, par exemple, on a des écoles afrocentrées où la gouvernance est participative. Résultat, les performances des élèves afrodescendants s'améliorent. Au Ghana, le fait de décentraliser les décisions au niveau des écoles a permis de réduire le décrochage et de renforcer le lien avec la communauté. Ou encore en Afrique du Sud, où l'intégration de la philosophie Ubuntu, cette idée de « je suis parce que nous sommes », dans la formation des profs, a créé une pédagogie beaucoup plus inclusive, plus coopérative. On voit bien que les bénéfices sont réels, ils sont tangibles. Donc, si on devait résumer, pour un leader scolaire qui veut s'engager sur cette voie, quelles sont les actions clés à avoir en tête? D'abord, repenser la formation des équipes. Ensuite, décentraliser la gestion pour vraiment intégrer la mémoire et les savoirs de la communauté. Puis, évidemment, réformer les programmes scolaires pour y faire une place à l'histoire de l'esclavage, aux sciences africaines, etc. Et enfin, encourager des manières d'enseigner qui soient plus actives, basées sur la participation. Finalement, tout se résume à cette phrase qui est magnifique, je trouve. Le but, c'est de faire de l'école non plus un outil qui reproduit les choses telles qu'elles sont, mais un véritable espace d'émancipation, un lieu de mémoire partagée, un endroit où une communauté peut enfin se reconnecter à son histoire, pour mieux construire son avenir. Et on va conclure là-dessus. C'est une image forte. Il ne s'agit pas seulement d'élargir la table pour y inviter plus de monde. Il s'agit de la redessiner complètement. Alors la question reste ouverte et elle s'adresse à chacun et chacune. Dans son propre contexte, par où commencer? Quel est le premier trait de crayon à poser pour dessiner cette nouvelle table?